Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. La lutte contre l'insécurité au cœur du second mandat du président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré investit ce lundi. Une dizaine de chefs d'État africains, des diplomates et présidents d'institutions internationales ont fait le déplacement à Ouagadougou. Annonce d'une nouvelle subvention de l'Union européenne accordée au Togo. Elle est destinée au développement et à la gouvernance des communes de Ao. Le géant de l'industrie portuaire de Dubaï, DP World, choisi par l'État sénégalais pour la construction du port en eau profonde de Ndayane, qui vise à décongestionner le port de Dakar, la capitale. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, réélu au premier tour le 22 novembre, a prêté serment ce lundi. J'entends gagner le pari de la sécurité et de la stabilité. C'est ce qu'il a déclaré dans son discours d'investiture. La sécurité est le défi numéro 1 du président du Burkina Faso, pays qui s'est enfoncé dans le chaos avec des attaques terroristes quasi quotidiennes. Corinne Kamseone. Devant le peuple burkinabé. Un serment du président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré qu'il introduit officiellement dans son second mandat avec sa victoire dès le premier tour au scrutin présidentiel du 22 novembre 2020 par un score de 57,74%. Celui qui dirige le Faso depuis le 29 novembre 2015 s'engage à œuvrer pour la réconciliation nationale avec dans l'urgence l'organisation des consultations élargies. La réconciliation nationale que j'appelle de tous mes voeux doit aller au-delà des questions conjoncturelles pour nous permettre de définir ensemble les bases d'une société burkinabé fondée sur les valeurs cardinales du travail, de la probité, de la dignité et de la défense de l'intérêt national que nous léguerons à la postérité. Le président Kaboré a également rappelé la nécessité d'œuvrer pour l'éradication complète de la menace sécuritaire dans son pays. Les chiffres officiels affirment que plus d'1 million de personnes ont dû se déplacer du fait des violences dans le nord et l'est du pays. Ainsi, le retour des déplacés, la stabilité sont, selon les promesses du président Kaboré, les chantiers auxquels il doit s'attaquer sans tarder pour une véritable relance économique du pays. Nous devons nous départir de toutes les tentatives suicidaires de repli identitaire et de la stigmatisation des communautés entières consécutives à l'action des groupes armés terroristes dans certaines localités de notre pays, parce qu'elles sont toutes attentatoires à la paix, à l'unité et à la cohésion nationale. De même, nous devons poursuivre et renforcer la lutte contre la corruption, les passe-droits et l'incivisme qui annihilent tous nos efforts de développement. 10 chefs d'État africains ont répondu présents à cette cérémonie d'investiture. Devant ses pairs, le président Kaboré a également promis de continuer à agir dans le sens de l'intégration régionale, gage de stabilité et de développement du continent. Le gouvernement togolais et l'Union européenne ont signé une convention portant sur une subvention de l'UE en faveur des 4 communes de Ao, situées dans la région des Plateaux, un fonds destiné à l'amélioration de la gouvernance et plusieurs secteurs sont concernés. Marie-Joëlle Ballot. Devant l'évolution rapide de la population urbaine, le gouvernement togolais, en adéquation avec l'Union européenne, va bénéficier de 2,615 milliards de francs CFA. Ce financement vient en appui aux 4 communautés de la préfecture de Ao dans le cadre du projet d'amélioration de la gouvernance urbaine et de l'ouverture sociale au Togo. Cette subvention confirme notre soutien concret aux communes togolaises et s'ajoute à nos appuis à la tenue des élections locales de 2019, à la mise en place du fonds d'appui aux collectivités locales, ainsi qu'à notre cofinancement du programme d'appui à la décentralisation et à la gouvernance locale au Togo. À travers ce projet, le gouvernement togolais entend faire participer les couches les plus vulnérables au développement local. Ainsi, femmes, jeunes et personnes vivant avec un handicap vont bénéficier de la délivrance de 10 000 actes de naissance. 2 000 femmes et enfants auront droit à des cours d'alphabétisation. De plus, ce projet va activer l'autonomisation et l'entrepreneuriat à travers l'agriculture, l'accès aux services d'eau et d'assainissement. La population des communes
dans le cadre du développement local, gagnerait à être plus autonome en matière de création d'entreprises, en matière d'auto-emploi. Au Togo, les femmes ont beaucoup d'activités commerciales, beaucoup d'activités entrepreneuriales, mais non pas la maîtrise des outils de travail, ouvrir un compte bancaire, tenir un compte, tenir une caisse. Cet appui permettra d'autonomiser les femmes en les rendant plus libérales par rapport à leur illettrisme. Cette action, qui dure sur 4 ans, va toucher directement les 311 000 habitants de la préfecture de Ao à travers la mise en œuvre du projet dans les 4 communes. Coordonnée par la commune de Ao 1, cette initiative participe au renforcement du partenariat entre le Togo et l'Union européenne dans les actions de l'organisme en faveur de la gouvernance locale. Plus d'1 milliard de dollars, c'est le montant de l'investissement que compte débloquer la société émirati DP World pour la construction de l'un des plus importants ports en Afrique de l'Ouest. Il s'agit du port de Ndayane, situé à une 50aine de kilomètres de Dakar. Une convention vient d'être signée entre le Sénégal et le leader portuaire, Lorita Simbou. Au Sénégal, selon les autorités du pays, bientôt se fera la construction du futur port en eau profonde de Ndayane. C'est la société Dubai Port World qui a été choisie pour le développement de cette future plateforme portuaire qui vise à décongestionner le port de Dakar. 837 millions de dollars seront investis par l'État du Sénégal et l'exploitant portuaire émirati pour la phase de ce projet. Ce port sera le plus grand de l'Afrique de l'Ouest et pourra accueillir les plus gros navires de l'espace maritime. Il va également être jumelé à une zone économique spéciale pour en faire un véritable pôle d'attraction qui va attirer un grand nombre d'investisseurs et contribuer ainsi à la création de milliers d'emplois pour la jeunesse du Sénégal. Situé sur la petite côte sud de Dakar, le futur port multifonctionnel de Ndayane, qui s'étend sur une superficie de 600 hectares, permettra de décongestionner significativement le port autonome de Dakar, qui capte actuellement 95% des échanges commerciaux du Sénégal, mais aussi 80% des hydrocarbures et 65% des autres trafics du Mali. Le futur port de Ndayane aura un terminal conteneur sur 300 hectares, un chenal maritime de 500 km et un quai de 840 mètres d'une profondeur de 18 mètres. Il pourra également traiter des navires de 400 mètres de long. L'activité portuaire engendre énormément de développement parce qu'il faut pouvoir acheminer les marchandises en dehors du port dans les différents centres urbains, dans les différents centres commerciaux. Et là aussi, cela impose aussi la construction d'infrastructures. Donc aujourd'hui, lorsque l'on veut commercer dans le monde, on commerce à travers les ports parce que c'est le commerce le moins cher. Il est extrêmement coûteux de faire passer des marchandises dans les avions. C'est impensable. Or, le Sénégal bénéficie d'une position géographique exceptionnelle. C'est la pointe en Afrique de l'Ouest. À partir de là, vous pouvez inonder l'intérieur du continent rien qu'à partir du point de Dakar. Dans la zone où il est implanté, Ndayane, il va ipso facto pouvoir connaître certainement, il va pouvoir connaître dans son développement une possibilité de s'étendre dans d'autres zones si l'activité portuaire le demande. Et puis il faut savoir que ce port, à côté de ce port, il y aura une zone économique spéciale qui va être édifiée et qui est une sorte de zone de transit, une zone économique. Notons que de nouvelles liaisons routières et ferroviaires vont relier le port de Ndayane à Dakar, mais aussi au réseau du transport régional. Selon les autorités sénégalaises, ce futur port devrait générer quelques 3000 emplois. La situation sanitaire en Afrique du Sud, où une nouvelle souche du coronavirus circule également, est de plus en plus préoccupante. L'alerte sanitaire repasse en niveau 3. Près de 50 000 cas supplémentaires de contamination par le Covid-19 ont été enregistrés depuis Noël. Le pays a franchi la barre du million de cas depuis le début de la pandémie. Lundi soir, le président Cyril Ramaphosa a annoncé la suspension de la vente d'alcool dans le pays. Il a également officialisé l'élargissement du couvre-feu, désormais avancé à 21h au lieu de 23h. Un nouveau tour de vis. La population craint un nouveau confinement. Les jeunes représentent sur le continent africain 60% de l'ensemble des personnes actuellement sans emploi. Ce taux est encore plus élevé dans des pays comme la République du Congo ou encore le Sénégal. Chômage et sous-emploi, l'Organisation internationale de la francophonie s'est récemment exprimée sur ce fléau. Marie-Raphaël Antolo.
Suite à la tenue de la grande consultation de la jeunesse francophone qui a mobilisé plus de 10 000 jeunes issus de 83 États et gouvernements membres de la francophonie et qui s'est déroulée pendant 2 mois précisément de mai à juillet 2020, une émission consacrée à la jeunesse francophone intitulée Parole aux jeunes a été organisée. Cette émission qui s'est tenue le 22 décembre 2020 a été l'occasion idoine pour la jeunesse francophone africaine de parler des difficultés qui sont les siennes. Elle aura surtout partagé ses attentes en termes d'éducation et de formation. Le problème est surtout au niveau de l'orientation, parce que les jeunes ont la volonté, mais n'ont pas toujours la connaissance des besoins sur le terrain. Nous, on a vu par exemple on a besoin d'une collaboration entre les établissements scolaires et les entreprises, parce que ce sont eux qui éduquent les jeunes et c'est nous qui connaissons les besoins. Donc, pour ce qui est du recrutement, par exemple, au sein de notre entreprise, on a plus de difficultés sur les métiers techniques qui sont des métiers liés à la réalité actuelle. L'accès à l'emploi, ou mieux, à l'emploi décent, reste également une problématique persistante pour les populations jeunes en Afrique. La tribune offerte par l'OIF a permis à la jeunesse de poser les problèmes de la durabilité de l'emploi. Selon une déclaration de la secrétaire générale de l'OIF, ces priorités ainsi définies donnent un sens profond à l'action actuelle de l'organisation et dessinent un cap à tenir pour l'avenir de la francophonie. Nous pensons qu'il est important de préparer la jeunesse à l'emploi parce que c'est plus facile d'être employé quand on a des talents d'employabilité. Et donc pour nous, c'est l'accompagnement de cette jeunesse à travers différents programmes, dont le soutien à l'entrepreneuriat, à l'innovation. On va commencer la formation sur les métiers du numérique. Et la jeunesse francophone est une jeunesse qui est engagée, qui veut faire au-delà de leurs propres intérêts. Ce grand exercice de citoyenneté qui a placé les jeunes au cœur des débats sur les problématiques majeures du continent entoure la célébration du 50e de la francophonie cette année 2020. Une approche participative qui, selon les responsables de l'institution, devrait se pérenniser au cours des prochaines décennies. L'État nigérien sur le front contre le Covid-19 face à la recrudescence des cas de contamination. Le gouvernement se dit engagé à débloquer 70 milliards de francs CFA pour l'achat du vaccin qui sera dans un premier temps administré aux personnes vulnérables. Marie-Raphaël Antolo. 70 milliards de francs CFA débloqués par le pays pour se procurer le vaccin contre la Covid-19. L'État du Niger s'est engagé à débourser cette somme pour vacciner l'ensemble des couches vulnérables du pays, soit 47% de la population. Une information ressortie de l'entretien entre le chef d'État Issoufou Mahamadou et la secrétaire exécutive adjointe de l'Alliance du vaccin, Madame Anuradha Pura Gupta. Le gouvernement du Niger a pris une décision salutaire parce que pour vaincre le coronavirus, il sera capital pour toutes les nations d'assurer l'égalité d'accès au vaccin. Or, beaucoup de nos populations, beaucoup de nos communautés ne disposent pas de moyens et donc c'est l'État qui va devoir s'organiser avec ses partenaires pour assurer la gratuité pour un nombre important. Sinon, il sera très difficile. Le coronavirus a été une réalité au Niger. Jusqu'aujourd'hui, le pays compte plus de 1200 cas actifs. Donc, il est nécessaire de prendre des dispositions pour que la population soit préservée. Notons que le Niger affronte depuis quelques semaines une deuxième vague de coronavirus qui fait plus de dégâts que la première. Réunie en Conseil des ministres cette semaine, l'équipe gouvernementale a édicté des nouvelles mesures pour freiner la recrudescence des cas de Covid. Il s'agit notamment de l'interdiction des regroupements et fermetures des lieux publics, bars et boîtes de nuit. Les difficultés en termes d'acheminement du vaccin dans des villages ne vont pas manquer, vu que le pays a aussi des problèmes d'infrastructure de base, comme la plupart des pays du Sahel, enclavement, etc. Mais il faut déjà se dire que le gouvernement prendra des dispositions parce que le programme élargi de vaccination existe au Niger depuis 1987 et est présent dans les 72 districts de santé, même s'il y a des difficultés de fonctionnement de certains districts de santé. Mais
à situation exceptionnelle, il y aura également des mesures exceptionnelles avec le soutien des partenaires au développement, notamment l'OMS, pour que les vaccins soient acheminés à tout le monde. Rappelons qu'en novembre dernier, le gouvernement a inscrit la Covid-19 au rang des maladies endémiques au Niger. Pour faciliter aux États l'accès aux vaccins, la Gavi a instauré un programme appelé COVAX, qui est la collaboration pour un accès mondial équitable aux vaccins contre le virus de la Covid-19. Notons que lors de l'entretien avec le secrétaire de l'Alliance de vaccins, le président nigérien a demandé un accès aux vaccins pour le Niger au plus tard au cours du premier trimestre de 2021. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.